Ça y est, la rentrée des classes a commencé, nous sommes en train de nous lancer dans une nouvelle année scolaire. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se projeter sur cette année avec des outils positifs, constructifs, aidants, qui permettent de marquer des points quelque part. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « 10 moyens d'être un super partenaire ». D'ailleurs, si vous avez des enfants, vous espérez que votre enfant soit dans cette année scolaire un super élève, qu'il progresse, même s'il n'arrive pas au CP, que ça fait déjà quelques années qu'il est déjà dans un milieu scolaire, mais il y a quand même dans l'aspiration parentale l'envie que l'enfant soit au-dessus de ce qu'il était l'année précédente. Et je trouve intéressant d'encourager un enfant à être au-dessus de ce qu'il était l'année précédente, plutôt que de le comparer à ses pairs, P-A-I-R-E-S, à ses collègues, camarades de classe, parce qu'en fait, on n'en a rien à faire qu'il soit meilleur que l'un, qu'un tel ou qu'une telle. Ce qui compte, c'est qu'il se sente progresser, c'est qu'il se voit progresser, c'est qu'il ait des outils pour voir qu'il fait mieux que précédemment. Et je voudrais être dans cette même dynamique avec nous, avec ces 10 moyens d'être un super partenaire. Donc vous imaginez déjà que si je vous parle d'être un super partenaire, est-ce que je suis d'après vous sur le résultat ou sur l'expérience ? Eh bien en réalité, même si ça peut vous surprendre, je suis à cheval sur les deux. Alors je vais davantage mettre l'accent sur l'expérience parce que c'est ainsi que l'on inscrit le bonheur et que c'est là que le bonheur s'installe. Seulement s'il n'y a pas de résultat, vous n'aurez pas les moyens de savoir si vous êtes un meilleur partenaire. D'où l'intérêt de viser l'expérience, donc vous expérimentez quelque chose, vous vivez des choses autrement que précédemment, avec un autre état d'esprit, avec d'autres manières de penser, et vous escomptez un résultat dans lequel vous vous dites « c'est ce que je veux vivre en termes de résultat ». Donc ça veut dire que vous êtes, en vous appuyant sur ces deux pieds, on va dire, en possibilité de vivre du bonheur sur l'instant, dans l'expérience, et dans le futur, dans le résultat. Mais ce futur peut être plus ou moins proche, il peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois devant vous. On n'est pas seulement en train de regarder le tout début de l'été prochain, mais de voir déjà qu'on a produit des résultats. On peut les constater, ce sont des faits. Donc dans un domaine particulier, qui pourrait être par exemple l'aptitude à recevoir son partenaire quand il est découragé, comment faire pour ne pas être découragé moi-même, ou bien comment faire pour l'entendre dans son découragement, de le laisser seul parce que je ne sais pas comment gérer ou accueillir son découragement, comment faire pour moi-même ne pas me sentir démuni parce que je n'ai pas les outils pour accompagner mon partenaire découragé. Voilà. Si on prend ces trois aspects-là, on pourrait se dire comment être un super partenaire quand mon partenaire est découragé. Et on pourrait de manière très simple prendre le 10e élément que j'ai mis, et j'y viendrai tout à l'heure, travailler sur l'acceptation que mon partenaire est découragé, travailler sur l'acceptation que je n'ai pas le pouvoir, que je n'ai pas les ressources, etc. Alors vous allez me dire, mais en quoi je peux devenir un super partenaire si j'accepte que je ne sais pas quoi faire ? Patience, nous y venons. Je voudrais insister sur l'importance de mettre l'accent sur l'expérience, le moment présent, ce que je vis, ce que je veux vivre, ce que je projette, et le résultat, ce que je veux constater de mon action. D'accord ? Donc ne focalisez pas que sur l'expérience, ne focalisez pas que sur le résultat, mais travaillons de pair pour installer un état d'esprit de bonheur et entre autres de gratitude, comme j'y viendrai tout à l'heure. Donc pourquoi chercher à être un super partenaire ? Ou plutôt, pour qui chercher à être un super partenaire ? Ah ben oui, vous avez envie de répondre pour le partenaire, oui, mais d'abord, et oui, vous avez automatiquement corrigé, d'abord pour vous. Cherchez à être un super partenaire pour vous. Et par voie de conséquence, votre partenaire va en bénéficier, va en profiter, va apprécier, savourer. Mais c'est vous qui êtes d'abord la cible de votre action. Je veux être un super partenaire pour moi, pour être mieux dans mes baskets, pour générer de la satisfaction, nourrir de la gratitude, me sentir bien dans ma peau, augmenter mon estime de moi, peaufiner mon image de moi, m'équiper, faire de la muscu cérébrale, faire de la muscu émotionnelle, de la muscu mentale, faire de la muscu relationnelle, communicationnelle. C'est pour moi. C'est pour moi. Je voudrais qu'avant que vous commenciez à vous pencher sur ces 10 moyens
d'être un super partenaire, que vous disiez « je prends conscience que c'est pour moi ». Merci Pascal de me dire que c'est pour moi. Je veux que vous viviez davantage pour vous et j'y reviendrai dans un moment, sachant que quand vous travaillez à être un super partenaire, vous vous aimez. Et quel plus beau cadeau que d'offrir de l'amour à soi, comme à d'autres bien entendu. Mais on ne peut pas donner à quelqu'un ce que l'on ne possède pas soi-même. Si vous vous aimez vous d'un amour plus sain, vous aurez plus d'aisance pour aimer quelqu'un d'autre d'un amour plus sain. Le premier moyen que je veux aborder pour être un super partenaire, c'est d'être à l'écoute de soi. Et là, maintenant, vous n'êtes pas surpris, vu l'introduction que je viens de vous donner, être à l'écoute de soi, faire des choix en accord avec soi, avec ses propres valeurs. Finalement, on va travailler en se tournant vers soi, en se centrant sur soi et en partant de soi pour faire ses choix. Je ne vais pas faire un choix parce que mon partenaire m'a demandé de faire ça. Je ne vais pas faire quelque chose que mon enfant m'a demandé parce qu'il m'a demandé de le faire. Je vais faire ce que mon enfant m'a demandé parce que ça correspond à ce que je veux moi. Ça correspond à mes valeurs à moi. Et même si je ne le veux pas parce que je me dis que ce serait peut-être mieux qu'il fasse autre chose, si ce n'est pas en opposition avec mes valeurs, je vais me préparer à aller dans cette direction. Et c'est pareil pour mon partenaire. C'est un des principes de la vie conjugale que je mets en avant, qui est que il n'y a aucune raison à ne pas faire ce que mon partenaire me demande de faire, pour autant ça ne s'oppose pas à mes valeurs. Ça veut dire que par voie de conséquence, il y a toutes les raisons de ne pas faire ce que mon partenaire me demande de faire, si un poil de ce qu'il me demande de faire s'oppose à mes valeurs. Être à l'écoute de soi, c'est vivre dans l'alignement de ses valeurs. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux vivre, je sais en quoi je crois. Et par conséquent, je suis à l'écoute de moi, de ce que je veux vivre, de qui je suis, de là où je veux aller, du moyen que je veux employer pour aller, etc. Bien sûr, il peut y avoir un caractère non immuable, vivant. Ça veut dire que je peux changer de canal, de moyen, de locomotion pour aller là où je veux aller. Je peux changer mon regard sur les choses, certes. Mais je sais que je ne le ferai que parce que je. Et pas parce que il. Aucunement parce que il. C'est parce que je. Je suis d'accord. Je valide. Je suis d'accord en accord avec moi-même. Et par conséquent, je vais le faire. Premier moyen, c'est d'être un super partenaire, c'est d'être à l'écoute de soi. Le deuxième moyen, c'est d'aimer ce que vous faites. Et de faire ce que vous aimez. Ça pose tout de suite un travail à faire sur soi. Pour commencer à lister ce que vous faites et que vous détestez faire. Et que vous puissiez vous dire, mais je veux vraiment être un meilleur partenaire, donc être mieux dans ma peau, être mieux dans ma vie, avoir une vie qui corresponde davantage à ce que je veux vivre. Comment puis-je ne pas faire ce que je ne veux pas faire, ce que je déteste faire? Il y a plusieurs moyens. Un, ne plus les faire parce qu'en fait, si je ne les fais pas, la vie ne change pas réellement. Deux, déléguer ce que je ne veux pas faire parce que je déteste le faire. Et du coup, prendre davantage de temps ou investir davantage dans ce que j'aime faire parce que je m'épanouis, je me sens bien dans ce que je fais. D'ailleurs, le deuxième pendant, c'est aimer ce que vous faites. Alors, certains disent, il est possible que vous n'aimiez pas ce que vous faites et que pour que la chose change, c'est que vous choisissiez d'aimer ce que vous faites. Ça peut effectivement tenir la route, je partage cette manière de voir les choses, dans la mesure où vous pouvez décider d'adopter l'idée que je n'aime pas ce que je fais, mais comme ce que je fais est bénéfique pour moi, je vais choisir d'aimer ce que je fais, une manière de créer un chemin qui fait que je n'aurai plus à rassembler des efforts considérables pour faire ce que j'ai à faire, mais que je vais donc baisser la charge émotionnelle ou l'impression d'effort pour continuer à m'impliquer dans ce que j'ai à faire. Ok, ça marche. Mais peut-être qu'il y a aussi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des choses que vous n'aimez pas faire et que vous avez à virer de votre vie, et peut-être des choses que vous aimez faire,
pour lesquels vous seriez, je dirais peut-être, fondé de vous dire « je vais donner davantage de place à ces choses-là » parce que j'aime les faire. Et ce faisant, j'ai conscience de me nourrir, de me faire du bien. Et comme je me fais du bien et que je vois que je vais mieux, eh bien ça rayonne autour de moi dans ma relation avec mes enfants, avec mon partenaire, avec mes collègues, avec mes voisins, avec mes amis. Ça fait du bien. Donc c'est important de faire des choses que vous aimez faire. Prenez le temps peut-être sur votre cahier de vie ou sur un papier libre avec un stylo bleu d'écrire ce que vous faites, que vous n'aimez pas faire et que vous sachiez comment faire pour peut-être enlever ces choses de votre vie de manière à finalement n'avoir à faire que des choses que vous aimez faire ou d'apprendre à aimer des choses que vous n'aimiez pas faire jusqu'à présent. Troisième moyen d'être un super partenaire, c'est de prendre soin de vous. Non, pas de vos enfants, pas de votre partenaire. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ne prenez pas soin de vos enfants, ne prenez pas soin de votre partenaire. Je suis en train de le placer en priorité. Commencez par prendre soin de vous, et puis prenez soin de votre partenaire et de vos enfants. Vous n'êtes pas étonné, si je vous accompagne, que j'ai donné l'ordre suivant vous, votre partenaire et vos enfants. Et pas vous, vos enfants et votre partenaire. Et vous pourriez me dire, mes enfants ne peuvent pas prendre soin d'eux. Mon partenaire peut prendre soin de lui, donc dans l'ordre de priorité, ce serait préférable que je prenne soin de moi. J'entends bien, j'ai compris que si je prends soin de moi, je nourris l'amour que j'ai pour moi, et donc j'aurai de l'amour à donner, mais que l'amour à donner soit un amour que je donne davantage à mes enfants qui ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes en autonomie. Ça pourrait tenir la route. Et pourtant, je vous demande de ne pas le faire. Prenez davantage soin de votre partenaire. Je vous annonce que vos enfants, dans 5, 10, 15 ans, vont quitter la maison. Peut-être 20 ans s'ils sont très, très jeunes. Comment ça va se vivre avec votre partenaire? Vous allez, à ce moment-là, apprendre à prendre soin de votre partenaire? Vous allez vivre encore longtemps sans vos enfants à la maison? Vous avez donc à offrir à vos enfants un super cadeau, qui est un parent qui prend soin de lui, 1. 2. Une équipe parentale qui prend soin d'elle et qui, par voie de conséquence, peut donner énormément aux enfants. Quand on ne prend pas soin de soi et qu'on ne prend pas soin de son partenaire, on a une exposition grande à utiliser ses enfants pour leur demander de prendre soin de nous. D'ailleurs, j'entends ce biais dans certaines familles. Bon, je m'en vais, tu prends soin de maman, hein? Non, ça n'est pas le rôle d'un enfant de prendre soin d'un de ses parents. C'est faux. Vous avez à prendre soin de vous, vous avez à prendre soin de votre partenaire et qu'en équipe parentale ou en solo parental de manière alternative, vous preniez soin de vos enfants. C'est une manière de leur apprendre à former une équipe. L'équipe parentale, si vous êtes parent, doit être forte pour donner davantage d'amour à vos enfants. L'équipe conjugale, si vous n'avez pas d'enfants, il bénéficie à être fort. Donc après, vous prenez soin de vous et par voie de conséquence de votre partenaire. Avant de prendre soin de votre maman ou votre papa, je sais qu'il ou elle est très malade, qu'il est hospitalisé, que c'est difficile pour lui ou pour elle, ou de votre frère qui a atteint une maladie grave, mais prenez en priorité soin de vous et de votre partenaire avant de prendre soin de votre frère, de votre père, de votre mère, même s'il est exposé à une fin de vie imminente. Prenez soin dans l'ordre de vous, de votre partenaire, puis de toute personne qui a besoin de prendre bénéfice du soin que vous lui apporterez. Si vous voulez réfléchir à cela, faites-le sur votre cahier de vie par écrit, prenez le temps. Si vous avez une objection, une peine à accepter cette manière de voir les choses, venez vers moi, je suis prêt à vous écouter, à entendre vos remarques, vos critiques. D'ailleurs, vous pouvez les mettre dans les commentaires de ce podcast si vous êtes sur le blog Couple Heureux, ou sur application podcast, ou dans les commentaires de la vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Quatrième moyen d'être un super partenaire, c'est de vous placer à l'écoute. On a déjà dit que vous êtes à l'écoute de vous. Donc là, maintenant, il s'agira d'être à l'écoute, de continuer à être à l'écoute de vous, bien évidemment, mais d'être à l'écoute de votre partenaire. Mais qu'est-ce qu'on va écouter chez le partenaire?
On va l'écouter quand il parle. Oui, bien sûr, c'est la moindre des choses, évidemment. Vous pouvez aussi, bien sûr, écouter vos enfants, mais vous avez compris que dans l'ordre de priorité, c'est votre partenaire. Vous allez écouter 3 choses en étant à l'écoute de votre partenaire. La première chose, ce sont les événements, ce qu'il vit. Il est allé voir son père, qui était gravement malade, il a bossé, il a été au téléphone avec son frère ou sa sœur. C'est un événement. Donc vous allez être à l'écoute de ce que vit votre partenaire en termes d'événements. Ensuite, vous allez être à l'écoute de ce que pense votre partenaire, sa manière de penser, comment il voit les choses, ce qui l'amène à voir les choses comme ci et comme ça. Et vous allez écouter une troisième chose qui est ce que ressent votre partenaire. Je sais que là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux tout grands pour plusieurs, à se dire, mais c'est quoi, quelle différence entre l'événement, ce qu'il pense, ce qu'il ressent? Alors, je vais vous donner un exemple. Mon partenaire rentre du travail et je le vois s'asseoir sur le canapé avec une mine un peu défraîchie. Je viens le voir. C'est un événement que de voir mon partenaire s'asseoir sur le canapé avec une mine défraîchie. Même s'il y a une interprétation de ma part. Et je vais lui dire, si je me centre sur les événements, tu as la mine bien défraîchie. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu as la mine défraîchie comme ça? Tu m'as l'air crevé. Je me suis donc centré dans cette question sur les événements. Ok? Tout très bien. On peut se centrer sur les événements. Mais si je reste sur les événements, je vais véhiculer une idée qui est que ce qui m'intéresse, c'est le potin du quartier, c'est l'événement, c'est ce qui est écrit dans l'article du journal. Je peux aller plus loin pour me centrer sur ce qu'il pense et sur ce qu'il ressent, vous avez compris. Mais je vais faire marche arrière pour reprendre la même situation en me centrant directement sur les pensées. Je vois donc mon partenaire rentrer du travail, qui a l'air épuisé, qui est assis sur le canapé avec une mine, comme je l'ai qualifié, défraîchie, et je viens le voir en lui disant « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu as l'air d'avoir des pensées qui vont à 1000 à l'heure. » Je me suis donc focalisé sur ce qu'il pense. Il va me répondre « Bah oui, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de boulot au travail en ce moment et que je suis sur un dossier qui me prend énormément. Et donc, voilà, c'est la course, j'y pense beaucoup, je cherche des idées. » Je me suis centré sur ce que pense mon partenaire, il va m'expliquer des éléments sur ce qu'il pense, et peut-être même motiver les raisons pour lesquelles il pense comme ça. Je vais pouvoir aussi me focaliser sur les émotions. Je reprends donc la même situation au départ pour focaliser mon attention sur les émotions. Mais vous avez compris qu'avant de le faire, j'aurais pu me centrer sur les événements, premièrement, tu es assis sur le canapé, sur les pensées, deuxièmement, pour poursuivre ce même entretien, et sur les émotions, troisièmement. Mais j'y viendrai tout à l'heure à la fin de notre exemple. Je reviens donc au tout début de l'exemple et je vais focaliser mon attention sur ce que mon partenaire ressent. Il s'est assis sur le canapé avec une mine défraîchie et je viens le voir et lui dis « Ouh, j'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd, tu m'as l'air épuisé. Comment tu te sens ?» Ou bien « Qu'est-ce que tu ressens ?» Ou « Où est-ce que tu en es dans tes tripes ?» Ou « Est-ce qu'il y a quelque chose de dur, de difficile que tu vis actuellement et qui fait que tu te sens comme ça ?» Et je pourrais continuer les exemples. Vous avez remarqué que je suis en train de mettre mon accent là sur les émotions, sur ce que ressent mon partenaire. J'ai mis l'accent sur les événements, ou sur les pensées, ou sur ce qu'il ressent, les émotions. Et je peux prendre le même événement et le faire cheminer, progresser pour aller de l'événement vers les pensées, puis vers les émotions. Je vous rappelle que je suis en train de travailler finalement sur un phénomène en chaîne qui nous habite tous. Je vous le rappelle parce que j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, même si je ne l'ai pas évoqué ici. Mais c'est important de se souvenir de ça et de travailler sur cette trilogie-là. Je reprends donc le même événement et je vais le faire suivre de ces 3 aspects, l'événement, les pensées, les émotions. Ouh, je vois mon amour que tu es avachi sur le canapé. Tu as vécu quelque chose de difficile aujourd'hui? Je focalise mon attention sur les événements. Oui, j'ai un gros boulot, travail, un dossier très difficile, et
On est vraiment sur le qui-vive, à fond, en train de bosser comme des dingues là-dessus. Je vais maintenant centrer mon attention sur les pensées. Et qu'est-ce que tu penses de la situation? Est-ce que tu veux le partager avec moi? Je pense que c'est super, c'est un beau défi. Je pense qu'on est en train de souder l'équipe et d'utiliser ce défi pour se dépasser. Je trouve que ça peut être intéressant. Je vais centrer maintenant mon attention sur les ressentis, les émotions. Est-ce que tu te sens à la hauteur pour ce dossier? Parce que j'entends que c'est quelque chose d'important. Comment tu vis les choses intérieurement? Oui, je sens que je suis un petit peu dépassé et dire que je me sens à la hauteur, je ne sais pas trop, mais bon, ça va, ça vient en fait. J'ai quelques doutes sur moi et parfois un peu de sécurité, malgré tout. Et je peux profiter de l'occasion où mon partenaire a commencé à partager des éléments sur ses émotions pour continuer à travailler sur ses émotions. Qu'est-ce qui fait que tu te sens à la hauteur? Ou qu'est-ce qui fait que tu as quelques doutes sur toi? Je continue à creuser les émotions. Nous ne nous rendons pas compte que nous avons tendance à minimiser l'importance des émotions, du ressenti de la personne, ce qu'elle vit, et à maximiser l'événement. Et parfois, de squeezer la discussion. Mon partenaire rentre du travail, il s'assied avachi sur le canapé avec une mine défraîchie, et je lui dis « Mais non, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air crevé. » « Ouais, j'ai un gros dossier au boulot en ce moment, c'est énorme. » Bon, allez, courage, tu vas y arriver. Dommage, parce qu'on a pris, je dirais, 1/3 de l'enrichissement possible de l'expérience du partenaire, en ne focalisant pas sur les pensées et sur les émotions. Et quand je dis 1/3, c'est faux, parce qu'il est même peut-être plus juste de dire qu'on a pris 1%, 2%. Parce que les événements sont passés, alors que les pensées sont présentes comme les émotions. Donc mieux vaut mettre l'accent sur ce que l'autre pense et ce qu'il ressent, parce que c'est ce qu'il trimballe quand il rentre dans la maison. Le boulot, le bureau est derrière lui. L'événement est terminé. Par contre, ce qu'il pense et ressent, c'est là, en lui. Il l'a trimballé jusqu'à la maison. Il va peut-être le promener pendant des heures. Il va plonger une tête dans la piscine, il y pense encore. Il va jouer avec les enfants, il ressent encore les mêmes émotions. Il les monte en neige. Il va prendre sa douche après le dîner, il y pense encore et il ressent les mêmes émotions, alors que je rappelle que l'événement est encore au boulot derrière lui. Il va dormir et peut-être avec ses pensées et ses émotions vivre une mauvaise nuit alors que l'événement est encore derrière lui. Vous voulez être un super partenaire? Mettez l'accent sur ce que ressent et pense votre partenaire davantage que sur ce qu'elle vit. Vous avez vraiment de très nombreuses occasions de faire ça. Il est même possible que sur le même événement, même si votre partenaire le vit très bien, vous puissiez revenir sur ce qu'il ressent ou pense au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques heures, quelques mois, quelques années, alors que l'événement reste toujours derrière. Tu te souviens de l'année dernière, tu disais que tu avais un gros dossier, c'était dur, je me souviens que tu es rentré là un soir avec vraiment la prise de tête énorme, c'était dur, tu portais ça avec difficulté, tu avais des doutes sur toi, tu avais le sentiment d'être à la hauteur, mais tu n'étais pas vraiment certain. Là, avec le recul, 6 mois ou 1 an après, comment tu vois les choses? Comment tu les vis, toi? Ah ben vraiment, je le sens. C'est vrai, je me souviens que je ne me sentais pas à la hauteur, mais je me dis, mais c'est dépassé, parce qu'en fait, j'ai beaucoup appris de ça. Et maintenant, j'ai une assurance qui fait que je me sens mieux dans ma peau, dans ma place, au travail, etc., etc. Vous pouvez même revenir a posteriori, en décalé énorme, sur un ressenti ou sur une pensée qui était forcément rattachée à un événement. 4e moyen d'être un super partenaire, c'était de vous placer à l'écoute. Vous avez remarqué que je suis en train de reprendre le même, donc vous avez été attentif. Génial. Je continue donc sur le 5e. C'est de parler ces langages de l'amour. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet parce que je veux que vous ayez lu le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour. Vous aurez un module, un programme qui sera présent d'ici quelques semaines sur le site formationcouple-heureux.com, sur lequel vous aurez un niveau d'ouverture, on va dire, d'initiation
sur les langages de l'amour qui va déjà un peu plus loin que le livre de Gary Chapman, et un niveau langage d'amour expert, bien plus avancé, qui travaille sur des approches bien plus profondes que celles que propose Gary Chapman, même si c'est sur le même fondement, pour que vous deveniez des experts du langage de l'amour. Donc, lisez ce livre d'abord, faites-le avant le programme, avant d'acheter le programme, puisque de toute façon, en introduction du programme, je vous demanderai de l'acheter, de le lire, et je vous donnerai même des éléments qui vont vous aider dans votre lecture. Mais déjà, à l'heure qu'il est, achetez ce livre, lisez-le. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. C'est un livre qui se lit très rapidement. Vous pouvez passer la partie introductive et lire directement les 5 langages de l'amour, les uns après les autres. Peut-être mettre l'accent sur les langages de l'amour qui sont vos propres langages de l'amour. Et puis, lire les 2 langages de l'amour de votre partenaire pour vous rafraîchir la mémoire afin de parler ces langages de l'amour. 6e moyen d'être un super partenaire, c'est d'accepter vos erreurs et celles de votre partenaire. Bah oui, vous savez que certains couples, en fonction, on a la sensibilité à accepter davantage les erreurs du partenaire, mais les siennes, non, on ne se pardonne pas, c'est trop dur, je dois être super, il faut que je sois génial. En plus, avec un titre comme celui que j'ai choisi aujourd'hui, on pourrait se dire, bah oui, mais si je fais des erreurs, je ne serai pas un super partenaire. Faux, ne croyez pas ça. Les erreurs, j'en parle d'ailleurs dans un programme, je ne sais plus lequel, que vous trouverez sur Formation Couple Heureux, faire la distinction claire entre une erreur et une faute, pour pouvoir utiliser l'un et l'autre pour son bien. Parce qu'on peut utiliser les erreurs pour son bien et les fautes pour son bien. Donc, accepter vos erreurs et celles de votre partenaire, c'est important. Dire, j'ai fait une faute, une erreur, que ce soit l'un ou l'autre, je l'accepte, et puis je vais voir ce que je peux en faire. Et puis, quand votre partenaire fait une erreur, même si vous le lui faites savoir, écoute, j'ai pas apprécié quand tu as fait ci, j'aurais préféré que tu fasses cela, etc. Après, on passe à autre chose. On accepte. On peut même donner des pistes en disant précisément ce qu'on souhaite. Parce que un des éléments que l'on peut tirer d'une erreur ou d'une faute, c'est de se dire je prends conscience à partir de cette erreur ou de cette faute de ce que je n'aime pas et donc je découvre ce que j'aime et ce que je veux. Accepter vos fautes, vos erreurs et celles de votre partenaire peut vous permettre de peaufiner qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, comment vous voulez aller, ce que vous attendez. Apprenez à vous connaître avec tout cela et vous pouvez le faire si vous acceptez bien sûr vos erreurs, vos fautes et bien évidemment celles de votre partenaire. 7e moyen d'être un super partenaire, c'est d'investir encore et encore avec détermination et sans faille dans ce qui compte pour vous. Si votre couple compte pour vous, vous investissez. D'ailleurs, si vous regardez ce podcast, c'est parce que vous investissez. Bravo, bingo. Et je voudrais même inverser en disant, je prends conscience de ce qui compte pour moi parce que j'investis. Et je réalise que le manque d'investissement dans un domaine signale que ça n'est pas important pour moi. Et j'espère que vous investissez dans votre couple, au-delà de ce podcast que vous écoutez ou que vous regardez aujourd'hui, que vous vous disiez, je veux investir. Je ne connais rien qui rapporte vraiment quand on n'investit pas. Si vous investissez encore et encore, avec application et témérité, c'est un des 10 moyens d'être un super partenaire et de faire un bien considérable à votre couple. Le 8e moyen d'être un super partenaire, c'est que quand vous faites l'amour, vous preniez conscience que vous donnez. Vous donnez. Premier pan de ce que je veux que vous ayez à l'esprit. Je fais l'amour, je donne et je me donne. Ça, c'est être un super partenaire. Le 2e pan, toujours dans cet élément-là, c'est que quand je fais l'amour, je reçois et je valorise la réception. J'accueille ce qui m'est donné. Vous savez que le fait de recevoir est une façon de donner. Plus vous recevez fort, avec intensité, avec un accueil manifeste, et plus votre partenaire aura le sentiment que vous lui donnez quelque chose.
Ben oui. Vous êtes en train de vous dire, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Maintenant, pensez-y. Quand vous recevez quelque chose, vous donnez. Quand votre enfant a fait un dessin et qui vient et qui vous dit « Maman, papa, regarde mon dessin » et que vous dites « Oh là là !» Qu'est-ce que vous donnez à votre enfant? Quand votre partenaire a fait quelque chose, un bricolage peut-être, ou qu'il revient en vous disant « Hé, j'ai été promu au boulot, je suis passé adjoint au chef », votre manière de recevoir l'annonce de votre partenaire lui donnera quelque chose ou le privera de quelque chose. Vous savez que recevoir, c'est presque équivalent à donner. Ce sera l'occasion, dans un autre programme, d'approfondir ce sujet-là. 9e moyen pour être un super partenaire, c'est de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas surpris que je parle des pensées et des émotions, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Dites ce que vous pensez. Oui, mais mon partenaire, quand je dis ce que je pense, il n'apprécie pas du tout. Oui, mais quand je dis à mon fils ou à ma fille ce que je pense, il n'apprécie pas du tout. J'entends. Alors, ce que vous pouvez faire quand votre partenaire n'apprécie pas du tout, c'est apprendre à le dire d'une manière qui soit assertive, d'une manière qui vous permette à vous de grandir, et puis à la relation de grandir, mais ne pas vous retenir de le dire. Parce que vous vous privez de quelque chose dans votre relation. Vous vous privez de quelque chose vous-même dans votre révélation de vous, dans votre prise de conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez vivre. Donc, dites ce que vous voulez dire, dites ce que vous pensez à votre partenaire, sans vous dire « Oh, mais si je le dis, c'est pas bien, il va mal le vivre, donc je me retiens ». Dites ce que vous ressentez à votre partenaire, sans vous dire « Si je dis ce que je ressens, il va encore trouver que je suis pleureuse, ou bien il va encore trouver que je suis hypersensible. » Si vous êtes hypersensible, soyez vous. Soyez à l'écoute de vous et manifestez votre hypersensibilité puisque c'est vous. Donc, s'il vous plaît, premier moyen, c'était quoi? Être à l'écoute d'eux. Soit vous avez une hypersensibilité, soyez à l'écoute de vous et manifestez votre hypersensibilité en apprenant à en tirer des avantages, des bénéfices, parce que ça existe. Oui, vous pouvez tirer des avantages à l'hypersensibilité, comme je le fais moi-même, qui suis aussi touché par cette hypersensibilité et hypervigilance. 10e moyen d'être un super partenaire, c'est de vous installer dans la gratitude. Ceux qui se disaient « Tiens, Pascal n'en a pas parlé », peuvent se réjouir maintenant. Oui, j'en ai parlé. Un super partenaire est un partenaire qui s'installe dans la gratitude par rapport à ce qu'il vit lui et dans ce que vit son partenaire. J'apprécie vraiment de vivre la vie avec toi. C'est de la gratitude envers moi et mon partenaire. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, ce que tu as fait. C'est de la gratitude. Mais je voudrais que vous ayez ce même discours vis-à-vis de vous. Que vous puissiez vous dire, Pascal, vraiment là, ce que tu as fait, ça me plaît, quoi. Là, je trouve que tu es vraiment dans tes baskets, dans ce que tu veux vivre. Et j'aime te voir faire ce que tu aimes faire. Je suis dans une gratitude vis-à-vis de moi, comme vis-à-vis de mon partenaire. Vous voyez, quand vous avez demandé à votre enfant de ranger sa chambre, il est possible que le résultat ne vous satisfasse pas complètement. Attention, commencez par la gratitude. Oh, je vois que tu as rangé ta chambre. Je vois que tu l'as rangée parce que là, la chaise est devant le bureau. Je vois que tu as mis les Legos dans la boîte et que les voitures sont sur l'étagère où on range les voitures. Je vois que tu as, par contre, oublié de ranger tes chaussons et que tu as ton pyjama qui est encore sous le lit. Donc, tu le ranges. Et là, pour moi, la chambre sera... Voilà. Vous voyez, vous pouvez aussi manifester de la gratitude dans ce que vous vivez avec votre partenaire ou vos enfants, même quand quelque chose n'est pas complet. J'ai fait exprès d'utiliser complet et pas parfait. Je préfère la notion de remplitude que de perfection. Quand c'est pas rempli complètement, eh bien vous pouvez malgré tout être reconnaissant dans la gratitude parce que ça nourrit du bonheur chez vous et chez votre partenaire. Vous avez là 10 moyens d'être un super partenaire. Je résume. 1. Être à l'écoute de soi. 2. Aimer ce que vous faites et faire ce que vous aimez. 3. Prendre soin de vous. 4. Vous placer à l'écoute de votre partenaire. On a déjà parlé d'écoute de soi.
5. Parler les langages d'amour de votre partenaire et les vôtres pour vous-même. 6. Accepter vos erreurs et vos fautes et celles de votre partenaire. 7. Investir, investir, investir pour manifester ce qui compte pour vous et pour votre partenaire. 8. Quand vous faites l'amour, donner et recevoir, ce qui équivaut à donner. 9. Dire ce que vous pensez et ressentez, même si quelque chose ne vous plaît pas à votre partenaire quand vous exprimez ce que vous pensez et ressentez. Apprenez à mieux dire ce que vous avez à dire. Et 10. Vivez la gratitude envers vous-même et envers votre partenaire. Génial! Génial! Vous avez ces 10 moyens, mettez-les en œuvre, prenez note, exercez-vous régulièrement, notez des progrès, même s'ils sont infimes, pour continuer à marquer des points, à semer de la gratitude, de la satisfaction, et faire que vous vous disiez, bah oui, je suis un meilleur partenaire que la semaine dernière, que le mois dernier, que l'année dernière, et je serai demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine, un meilleur partenaire que celui que je suis aujourd'hui.